Les jeunes déferlent dans la rue. Un quart de siècle après l'indépendance, le pouvoir vacille. Octobre 88 sonne le début de la tragédie. Le président Chedli Benjdid, dépassé par les événements, appelle au secours l'armée, qui tire dans la foule. Près de 500 morts. Caricaturiste dans la presse, Ali Dilem est un enfant d'octobre 88. Ça donne vie au truc, non? La couleur. Jamais la contestation n'a été vécue aussi intensément. Il n'y avait pas de liberté de temps, où là, on ne descendait pas. Le Taroua, on ne pouvait pas s'imaginer, 24 heures après, on se rendrait dans les rues, Sadia Sarraq al-Maliya, ou la Chadli Ahmar, ou la Wahed Zouj Tlata Chadli Shmata, ou la... Images volées, caméras cachées. C'est la pagaille dans la rue et à tous les étages du pouvoir. Certains clans du FLN, hostiles à Chadli, ont visiblement incité les manifestants à descendre dans la rue. Mais en quelques jours, la révolte a débordé tout le monde. Il faut rire les gens d'aujourd'hui, même les écrits d'aujourd'hui, même tous ceux qui ont 50 ans aujourd'hui, c'est-à-dire qui, à l'époque, en 88, étaient en âge de parler, et qui n'ont rien dit, qui ont attendu qu'il y ait des mômes qui descendent dans les rues, se faire tirer dessus. Ben, aujourd'hui, l'Algérie, tous les Algériens se sont découverts démocrates le 6 octobre. Hein, parce que le Taroua, ما كان démocrate, mais démocrate de plus de 25 ans ou là de 30 ans dans la rue. Hein. J'ai vu que des gamins. J'ai vu que des gamins. Précédé par de grandes grèves ouvrières, octobre 88 sonne comme un acte d'accusation. Qu'avez-vous fait de ce pays? Disent ces jeunes qui s'attaquent en priorité au bâtiment du pouvoir. Il y avait beaucoup de rage. Il y avait beaucoup de rage contre le pouvoir, parce qu'il faut dire que le pouvoir représentait le déni de liberté à tout un peuple. Mustafa Brahami est alors très actif à l'université d'Alger. Au bout de quelques jours, les islamistes comme lui, qui militent dans la clandestinité depuis des années, tentent de s'approprier les manifestations. Nous nous sommes dit, nous ne pouvons absolument pas être à la traîne de ce mouvement. Nous devons absolument appuyer toutes ces revendications qui tendent à libérer le peuple. Les islamistes entrent en scène. Parmi eux, Ali Belhadj, un jeune prof de collège, se fait remarquer. À la mosquée Kaboul, à Alger, ses prêches virulents attaquent le pouvoir et galvanisent les fidèles. Face à cette révolte, le gouvernement est paralysé. Le général Ben Yilles, ministre auprès de Chadli, réalise le fossé creusé entre la société et le pouvoir. Il va démissionner. Devant donc l'incapacité des forces de l'ordre habituelles, police et gendarmerie, à faire face à la situation, on a fait appel à l'armée. Mais l'armée elle-même avait encore moins d'expérience dans ce domaine-là que les forces de sécurité. Et ceux qui étaient à la tête de cette armée n'avaient d'autre moyen d'intervenir que de faire venir les unités de combat en service dans l'armée nationale populaire. L'insurrection, il y a un seul moyen, c'est connu à travers le monde entier. C'est de maintenir l'ordre. Maintenir l'ordre. C'est utiliser la troupe. Donc l'état de siège a été déclaré par le président et il m'a désigné responsable pour Alger. Cet ancien sous-officier de l'armée française va devenir l'un des hommes forts de l'Algérie et la bête noire des islamistes. Khaled Nzar devient un homme clé en octobre 88 quand le président Chedli l'appelle pour réprimer les émeutes. Ils ont commencé par des manifestations monstres. Des manifestations de plus de 50 000 jusqu'à 75 000 hommes, malgré que, à l'époque, il y avait l'état de siège et interdiction de se rassembler. Parce que l'état de siège, c'est ça. Il y a interdiction de se rassembler, utilisation des armes uniquement pour faire disperser les gens, et dans des
dans des normes bien réglementées, à savoir on ne tire pas pour tuer, on tire pour faire disperser, le chef désigne une arme, tire dans les jambes, après avoir donné des formations, pour faire disperser les gens, c'est tout. Le malheur, c'est que les gens, la troupe qui n'avait pas l'habitude au maintien de l'ordre, tiraient soit par terre, soit en l'air. Et c'est là où ça fait le plus de dégâts. Parce que tirer par terre, vous avez 2 projectiles au lieu d'un. Vous avez l'enveloppe qui est en laiton, qui part d'un côté, et vous avez le noyau d'acier qui part de l'autre. Devant une foule, c'est là où ça fait des dégâts. Aujourd'hui, vous vous dites que notre riposte était disproportionnée par rapport à la nature des événements? Non, je ne dirais pas disproportionné. Je dirais que je regrette, bien sûr, qu'il y ait eu des morts, mais il n'y avait pas moyen de faire autrement. L'armée nationale populaire, l'ANP, a tiré sur le peuple. La société est sous le choc et le régime discrédité. Mais octobre 88 va libérer la parole. Bravant la censure, des journalistes courageux vont parler malgré la sécurité militaire, la redoutable police politique du régime. En fait, très rapidement, on a commencé à entendre parler de mort et de torture. Et là, on décide, une amie journaliste et moi, Beya Gassmi et moi, d'aller enquêter. Certains services de sécurité, n'ayant pas été capables de désigner des responsables de l'émeute, et étant persuadés qu'il y avait une main étrangère, je dis bien une main étrangère, un complot étranger derrière ces événements, ont procédé à des arrestations massives et on s'est essayé de faire parler les gens sous la contrainte, sous la torture, pour remonter à la source. On nous faisait passer à l'électricité au niveau d'une pièce qu'ils appelaient la salle de torture. Il y avait 6 à 7 personnes. On nous accrochait tout nus sur un sommier avec un métallique, avec des menottes. Ils nous versaient de l'eau pratiquement sur tout notre corps pour qu'il soit bon conducteur. Et nous bouchaient pratiquement, ils nous mettaient dans la bouche un chiffon. Des fois, tantôt de l'eau, tantôt ils nous aidaient. Les témoignages de cet enseignant et de dizaines d'autres victimes de la torture, militants de gauche, jeunes manifestants, islamistes, sont publiés dans un recueil. Mais ce cahier noir d'octobre restera sans conséquence. Les mises en accusation, en fait, du point de vue juridique, il n'y en a pas eu. Aucune. Le pouvoir a très bien vécu avec le cahier noir. Le cahier noir nous a servi que comme instrument j'allais dire de mobilisation d'opinion. Mais du point de vue juridique, il n'en a eu aucune. Le FLN ne peut plus parler au nom du peuple. La génération qui a pris le pouvoir en 62 est au pied du mur. Si le président Chadli veut sauver sa peau et sauver le système, c'est toute la maison FLN qu'il doit rénover. في معالجة مشاكلنا بهدوء وطرح القضايا بكل موضوعية. اعتقادي بهذا الأسلوب نعالج مشاكلنا وسوف نواجه كل الصعوبات السياسية والاقتصادية بهذه الإصلاحات وبالأخص الإصلاحات السياسية. Chadli, le 10, quand il est venu parler de révision à la Constitution, le multipartisme, c'est une idée qu'on n'a jamais revendiquée. Nous avons le maire de l'Msadia ou le Chadli. Mais franchement, on n'avait pas de conscience politique, encore une fois. On n'était pas là pour dire que voilà ce qu'on veut. Non, on savait ce qu'on ne voulait plus. Ce dont les jeunes ne veulent plus, c'est de cette Algérie de papa. Cette Algérie qui s'est dressée fièrement en 62, mais qui n'a pas tenu ses promesses.